À partir de 1880, Jules Ferry va mener une politique d'expansion coloniale pour trois raisons. La première, c'est que la France, ayant été battue platement en 1870, a besoin de retrouver du prestige, de se défroisser un peu les plumes. La deuxième, c'est de trouver des ressources et des débouchés pour l'industrie et l'agriculture française, car le commerce avec les colonies se fait sous le régime du monopole. Et la troisième raison, c'est de faire de la France une grande puissance mondiale en vue de la revanche. Et paradoxalement, Bismarck encourage la France dans ses entreprises coloniales, car il y voit au contraire un dérivatif contre l'idée de revanche. C'est une idée d'ailleurs qui sera reprise par les nationalistes français qui trouveront que ces entreprises coloniales détournent les Français de la ligne bleue des Vosges. Vous voyez, c'est la ligne des Vosges derrière laquelle se trouvent les provinces perdues qu'il faut à tout prix récupérer. Quant à l'opinion publique, elle est généralement assez indifférente. Elle trouve que ces colonies sont une dépense inutile d'argent, ce qui est d'ailleurs assez juste. Et ce n'est que plus tard que l'opinion se prendra d'amour et de passion pour son empire colonial. En Afrique du Nord, il y a un cas particulier, c'est celui de l'Algérie, car en 1848, la Deuxième République avait proclamé l'annexion de l'Algérie, si bien qu'elle avait été divisée en 3 départements, d'Alger, d'Oran et de Constantine. Elle était devenue un territoire français, on pouvait déjà dire l'Algérie, c'est la France. Toutefois, les habitants du pays n'étaient pas français. Et ils ne le sont devenus qu'en partie. En 1870, il y a eu un décret pris par Crémieux, par le gouvernement provisoire, qui a accordé la nationalité française aux Israélites indigènes. Et alors, qu'advenait-il des musulmans? Eh bien, un décret du même jour a accordé la nationalité française aux indigènes musulmans, mais à une condition, c'est qu'ils entendent être régis par les lois civiles et politiques de la France. C'est une disposition qui répond à la nature de l'islam. L'islam est une religion qui est issue d'un seul livre, dans lequel les prescriptions religieuses et les prescriptions juridiques, sociales, sont mélangées. Et donc on dit, il faut que vous choisissiez et que vous admettiez que le droit français sera supérieur aux prescriptions du Coran. Ce que peu de musulmans ont admis, ce qui explique que peu de musulmans soient devenus citoyens français. En 1889, la population française a augmenté par la naturalisation massive des étrangers qui se trouvaient en Algérie. Il y en avait pas mal, beaucoup étaient originaires d'Espagne. Et puis, il y a eu aussi l'arrivée d'Alsaciens et de Lorrains qui fuyaient leur province natale après leur annexion par l'Allemagne, qui sont aussi venus s'installer en Algérie. Voilà de quoi, grosso modo, se composent les Français d'Algérie, qu'on appellera également par la suite les Pieds Noirs. En Tunisie, eh bien, la France établit son protectorat en 1881, et ça a posé des problèmes avec l'Italie, parce qu'il existait en Tunisie une forte colonie italienne, ce qui poussa l'Italie à s'allier avec l'Allemagne, j'en parlerai plus tard. Quant au Maroc, eh bien, Lyautey commença à s'y implanter en 1904. Et l'Angleterre a laissé la France faire. Pourquoi? Parce que l'Angleterre avait acquis le canal de Suez. Elle avait pris la majorité des parts du canal de Suez, qui avait pourtant été creusé par des Français. Mais le Maroc est un pays indépendant qui a un sultan qui s'appelle Abdulaziz, et ce sultan, du coup, s'est tourné vers l'Allemagne pour se plaindre légèrement de ce protectorat qu'on lui imposait. Si bien qu'en 1905, eh bien, Guillaume II a fait une entrée remarquée à Tanger, où il a prononcé un discours dans lequel il disait qu'il espérait que le Maroc reste libre et ouvert à la concurrence pacifique de toutes les nations, sans monopole ni annexion. C'est-à-dire sans monopole, qui ne soit pas, à proprement parler, une colonie. C'est ce qu'on appelle le coup de Tanger. Mais en fait, la France a obtenu gain de cause parce que la conférence d'Algésiras, qui s'est tenue à l'issue de cet incident, a donné raison à la France parce que l'Angleterre avait décidé de soutenir la France de ce côté pour compenser sa mainmise sur l'Égypte. Il y aura un deuxième incident concernant l'Allemagne. En 1911, une canonnière a mouillé en rade d'Agadir, ce qu'on appelle le coup d'Agadir, et si bien qu'en 1912, la France riposta en établissant officiellement son protectorat sur le Maroc, et c'est Lyautey qui devint résident général au Maroc. En Afrique noire, la France possédait des établissements côtiers à partir desquels elle a remonté les fleuves. Au XIXe siècle, l'Afrique est en très grande partie terra incognita. On ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, on connaît les côtes, et en remontant les fleuves,
elle va être découverte, explorée, colonisée. Et également, ce qu'il faut souligner, c'est que du coup, les pays vont annexer les bassins des fleuves. Et de ce fait, ils vont établir des frontières arbitraires qui vont mettre ensemble des peuples qui ne se ressemblent pas, qui ne parlent pas les mêmes langues, qui n'ont pas la même religion, ou au contraire, couper en plusieurs morceaux des peuples qui se ressemblent, qui ont la même religion et la même langue. Parce qu'ils ne connaissent pas les pays qu'ils colonisent. Les Français passent des traités avec les chefs de tribus, et puis quand il s'agit de souverains plus importants, eh bien tout simplement, ils leur font la guerre pour les soumettre. En 1880, Savorgnan Brazza remonte le cours de l'Ogooué jusqu'au Congo, qu'il atteint en 1882. Ce sera le départ du Congo français. Les colonies qui sont acquises ou développées à ce moment-là, il y a Djibouti et la côte des Somalies en 1888, la Guinée et le Soudan en 1891, la Côte d'Ivoire et le Dahomey, qui s'appelle aujourd'hui le Bénin, en 1893. En 1898, une affaire très importante, le commandant Marchand remonte le cours du Congo et se dirige vers le Nil. Également, il veut aller du Congo au Nil. Mais il est arrêté aux portes de l'Égypte par Kitchener. Kitchener, c'est le futur héros de la guerre des Boers, en Afrique du Sud. Et Kitchener arrête Marchand à Fashoda et se propose de lui tirer dessus avec ses soldats armés de fusils, ce qui aurait déclenché la guerre. Ça a provoqué une émeute anti-anglaise effroyable et on était à deux doigts de la guerre. Mais elle a été évitée pour des raisons que je vous expliquerai plus tard en parlant de nouveau des alliances. Toujours est-il qu'ainsi se sont constituées l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française, l'AEF et l'AOF. Et ces deux parties seront réunies en 1900 dans la région du lac Tchad, parce que trois colonnes vont se rejoindre, l'une est partie d'Algérie, l'autre du Congo et la troisième du Sénégal. Il y a également Madagascar qui est conquise par Gallieni entre 1895 et 1907. Et puis en Extrême-Orient, la question est encore un peu différente car les relations sont très anciennes. Vous vous souvenez peut-être que Louis XIV avait reçu à Versailles les ambassadeurs de Siam en 1686 principalement, il y a eu plusieurs ambassades, mais les relations n'avaient pas été plus loin, elles avaient quand même commencé. D'autre part, Napoléon III avait en 1862 mis la main sur la Cochinchine et le Cambodge. Et à l'époque de Jules Ferry, ça va être le tour de l'Annam et du Tonkin. Mais ces entreprises sur l'Annam et le Tonkin provoquent une guerre avec la Chine. Il y aura donc d'abord le traité de Hue, qui va établir le protectorat sur l'Indochine, et ce protectorat sera reconnu par la Chine en 1885 par le traité de Tientsin. Et donc en 1887 est constituée l'Indochine, qui réunit donc la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, avec un gouverneur qui est établi à Hanoï. Alors je ne vais pas me lancer dans un grand bilan de la colonisation, c'est un bilan très contrasté. En général, il y a des partisans indéfectibles de la colonisation, d'autres qui disent que ça n'était qu'une succession de crimes. Évidemment, les deux sont excessifs. C'est une entreprise qui correspond à une autre époque, qu'il ne faut pas juger avec les yeux de notre époque. Elle a établi des frontières qui évidemment ont beaucoup posé de problèmes lors des indépendances, mais qui souvent existent toujours. Je signalerai quand même que le bilan économique a été finalement plutôt négatif. Il a été difficile d'établir de vraies relations économiques fructueuses avec ces pays. Il faut souligner aussi que les administrateurs coloniaux dans des pays hostiles, au climat difficile, n'ont pas toujours été de la première qualité. Et je signalerai le témoignage de Savorgnan Brazza, qu'on ne peut pas accuser d'être un anticolonialiste par nature, qui lorsqu'il est revenu au Congo quelques années après l'avoir découvert, a été quand même assez horrifié de la manière dont traitaient les indigènes. Mais les rapports qu'il a écrits sur ce sujet ont été enterrés, comme tous les rapports qui disent la vérité.